Nous allons dériver maintenant la réponse dynamique d'un système du deuxième ordre pour un échelon unitaire lorsque la valeur de zeta est égale à 1. Dans ce cas, les deux racines sont identiques et nous obtenons la réponse normalisée, y de s sur le gain, dans le domaine de la place, en multipliant la fonction de transfert du système de deuxième ordre par la transformée de la place de l'entrée, soit 1 sur s. Comme dans tous les cas, on désire séparer la réponse dans le domaine de la place en fractions partielles et identifier les paramètres A, B et C qui nous permettront d'inverser cette réponse afin de revenir dans le domaine temporel. En substituant les valeurs de A, B et C dans l'équation de la place et en factorisant le numérateur et le dénominateur, on peut séparer cette équation en trois fractions partielles distinctes. Ainsi, la réponse de y de t sur le gain k est égale à 1 moins l'exponentielle de moins t sur tau multiplié par 1 plus t sur tau. Ce système est à amortissement critique. C'est celui qui se stabilise le plus rapidement au nouveau régime stationnaire sans oscillation. Nous allons maintenant considérer la réponse à l'échelon pour une valeur de zeta supérieure à 1. Dans ce cas, les deux racines sont réelles, mais distinctes. Les racines sont moins zeta sur tau, plus ou moins la racine carrée de zeta carré moins 1 divisé par tau. Ce système est équivalent à deux systèmes du premier ordre en série. Si zeta augmente, les racines se distancient. S1 tend vers 0 et S2 tend vers moins l'infini. En procédant de la même manière pour déterminer l'inverse de la réponse y de s sur le gain, nous obtenons la réponse égale à 1 moins une somme de sinus et de cosinus hyperboliques. La réponse est suramortie pour une valeur de zeta supérieure à 1. Il devient de plus en plus léthargique à mesure que la valeur de zeta augmente comme le montre le graphique. La réponse de ce système s'exprime aussi comme une somme de deux exponentielles ayant des constantes de temps différentes. Lors de la transformation inverse de la place, on peut procéder de deux façons différentes. La première, nous obtenons la somme de sinus et cosinus hyperboliques et la deuxième, la somme de deux exponentielles. On peut passer d'une forme à l'autre en utilisant la définition des sinus et cosinus hyperboliques. Les deux expressions de y de t sont identiques. Ces expressions semblent complexes à première vue, mais deviennent très simples lorsqu'on y insère les valeurs numériques des paramètres. Des trois cas vus précédemment, c'est le système sous-amorti qui est le plus fréquent en contrôle des procédés industriels, principalement pour les systèmes en boucle fermée. Voici un certain nombre de mesures ou caractéristiques utilisées pour décrire la réponse à l'échelon de ces systèmes. Ces mesures dépendent des valeurs de tau et de zeta. La première mesure est le dépassement, dont l'expression anglaise est overshoot. Le dépassement mesure de combien la réponse excède la valeur obtenue au nouveau régime stationnaire lorsqu'un échelon est appliqué à l'entrée. Il correspond au ratio ou au rapport de A sur B tel qu'indiqué sur le graphique suivant. Le dépassement peut aussi être calculé à partir de la réponse dynamique du procédé et est donné par l'équation suivante. Une autre mesure de la réponse dynamique d'un système du deuxième ordre est le ratio ou le rapport de décrément, communément appelé en anglais decay ratio. Le rapport de la grandeur de deux pics successifs donné par C sur A de la réponse dynamique du système définit le rapport de décrément. Plus la valeur de zeta est élevée, plus l'amortissement et par conséquent le décrément est important. Le rapport de décrément peut être calculé à partir de la réponse dynamique du procédé et donné par l'équation suivante. Cette équation est en fait égale au carré du dépassement
qui est défini par le rapport de A sur B de la réponse dynamique. Une autre mesure de la réponse dynamique est le temps de montée. C'est le temps nécessaire au système pour atteindre la valeur finale la première fois. Plus la valeur de zeta est élevée, plus le temps de montée est long. Un critère très important que nous utiliserons grandement pour les systèmes asservis et pour l'identification des procédés est le temps de réponse. Il s'agit du temps nécessaire au procédé pour entrer de façon définitive à l'intérieur d'une zone autour de la valeur finale et y demeurer. La limite autour de la valeur finale est fréquemment de plus ou moins 5 %. D'autres limites peuvent être choisies en fonction des caractéristiques du système. Un système asservi a comme objectif de minimiser le temps de réponse. On désire que le procédé retourne rapidement autour de son point de consigne. En d'autres mots, on désire que le système demeure le moins longtemps possible hors des spécifications demandées. Dans le prochain chapitre portant sur l'identification des procédés, nous tenterons de déterminer la fonction de transfert d'un procédé du deuxième ordre à partir de sa réponse dynamique suite à un échelon. Pour ce faire, nous allons utiliser les caractéristiques de la réponse que nous venons de dériver pour une valeur de zeta inférieure à 1. Une première information est la période d'oscillation de la réponse. Reprenons l'équation suivante, développée précédemment pour la réponse à l'échelon d'un système du deuxième ordre pour zeta plus petit que 1. À partir de cette équation, on peut lire la fréquence angulaire des oscillations, c'est-à-dire le coefficient de t du sinus et du cosinus. La fréquence angulaire oméga est égale à la racine carrée de 1 moins zeta carré sur tau. Comme oméga est égal à 2π fois la fréquence f ou 2π sur la période t, on peut calculer la fréquence et la période comme étant f égale à 1 sur t égale à 1 sur 2π fois le rapport de la racine carrée de 1 moins zeta carré sur tau. On peut aussi définir la période d'oscillation naturelle ωn d'un système qui correspond à un coefficient d'amortissement zeta de 0. En effet, si l'amortissement est éliminé, alors le système oscillera continuellement. Un exemple d'un tel système du deuxième ordre est le pendule idéal. Dans ces conditions, la fréquence d'oscillation est la fréquence naturelle du système. La fréquence angulaire naturelle ωn est égale à 1 sur tau. Ainsi, la fréquence naturelle Fn est égale à 1 sur la période naturelle d'oscillation Tn et est égale à 1 sur 2π fois tau. Pour un système du deuxième ordre, tau représente la période du système sans amortissement, c'est-à-dire Tn est égal à 2π tau. C'est une mesure de la vitesse de la réponse du système. De plus, la fréquence naturelle est reliée à la fréquence d'oscillation du système réel par l'expression suivante. F sur Fn est égal à la racine carrée de 1 moins zeta carré. Parfois, pour solutionner un problème, on peut se servir de la représentation graphique de certaines mesures décrivant la réponse à l'échelon d'un système du deuxième ordre à gain unitaire. On retrouve sur ce graphique le rapport de décrément, le dépassement et le rapport de la fréquence d'oscillation du système sur la fréquence naturelle en fonction du coefficient d'amortissement zeta. Nous allons maintenant calculer la réponse d'un système du deuxième ordre pour une impulsion à l'entrée. La sortie y est initialement égale à 0 puisque nous utilisons les variables de déviation lorsqu'une impulsion unitaire, ΔT, est soudainement imposée à l'entrée U. On désire calculer la réponse de la sortie en fonction du temps. La transformation de la place d'une impulsion unitaire est égale à 1, de sorte que Y de S est égal à la fonction de transfert du procédé qu'il faut maintenant inverser
pour revenir dans le domaine temporel. Comme dans le cas de l'échelon, la nature de la réponse dépend des racines du dénominateur de la fonction de transfert. Pour une valeur de zeta plus petite qu'1, les deux racines sont des conjugués complexes. Nous pouvons obtenir directement l'inverse de la transformation de la place pour obtenir une équation contenant un coefficient de zeta et tau multiplié par une exponentielle et un sinus. Il est intéressant de constater que la réponse à l'impulsion peut être obtenue de la réponse à l'échelon. En effet, on peut montrer que la réponse à l'impulsion est égale à la dérivée de la réponse à l'échelon en fonction du temps. Dans le domaine de la place, la dérivée est équivalente à multiplier la fonction de transfert par S. Pour une valeur de zeta de 1, les deux racines sont réelles et identiques. L'inverse de y de s pour une impulsion unitaire est donné par 1 sur tau carré fois t fois l'exponentielle de moins t sur tau. Pour une valeur de zeta supérieure à 1, les deux racines sont réelles mais distinctes. On peut donc séparer y de s en deux fractions partielles et procéder comme à l'habitude à l'inversion des deux termes pour obtenir une expression en sinus hyperbolique ou de façon équivalente en une somme de deux exponentielles. La réponse à l'impulsion retourne au régime stationnaire initial pour toutes les valeurs de zeta, comme le montre le graphique de la réponse normalisée y de t sur le gain en fonction du temps adimensionnel t sur tau. Ceci est normal puisque nous appliquons une entrée très grande au temps t est égal à 0 et on l'enlève aussi rapidement. Plus la valeur de zeta est faible, plus le système est oscillatoire et prendra plus de temps à revenir à son point d'équilibre. Pour une valeur de zeta plus grande que 1, l'amplitude de la réponse est plus faible et prendra aussi plus de temps à revenir à son point d'équilibre initial.